Intellectuel et auteur à succès, il observe avec intérêt son île et la marche du monde. Gérard Bulin-Xavier écrit et dit ce qu'il pense de la société dans laquelle nous évoluons. Après la publication de divers essais à valeur universelle, l'ouvrage qu'il intitule « Désaliénons-nous », publié aux éditions Jazor, lui permet de recentrer sa réflexion sur son propre territoire, les hommes qui y habitent, ceux qui y sont nés, son organisation politique, administrative ou culturelle. Bulin-Xavier offre un regard anthropologique sur le pays tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. À l'occasion d'un cycle de conférences itinérantes données à travers l'archipel, il a voulu être volontairement optimiste en soulignant toutefois les nombreux freins qui empêchent le pays d'employer au mieux ses ressources naturelles et humaines. Les réalités donc socio-historiques de notre archipel ont laissé, nous le savons, des traces rougeoyantes dans nos manières d'être et de faire, et ne permettant pas, à tous en tout cas, l'affirmation de nos talents. Ce qui se traduit quelquefois par le manque d'estime, le manque de confiance en soi et en nos pairs, qui ne favorise pas effectivement l'optimisation du développement social, culturel, économique de notre pays, et donc qui a, selon moi, tous les atouts pour rayonner dans la Caraïbe, voire même dans le monde. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a vraiment d'entendre parler de la Guadeloupe, parler de nous dans ces termes-là, parce que j'ai l'impression que c'est rare d'être aussi positif. Et que moi, comme je disais, je me suis sentie heureuse. J'ai très fortement cette notion de résilience qui a été évoquée. Et puis, je suis heureux de vivre dans une île au paysage aussi divers, à cette météo, effectivement, à ces microclimats aussi divers. En fait, je suis assez perplexe dans la mesure où il nous parle d'une identité multiforme. Personne ne sait, sauf quelques initiés, qu'ils sont guadeloupéens. Cette identité-là qu'on formate et qu'on donne à nos enfants ne peut pas aboutir à une émancipation. La Guadeloupe et la Martinique, par l'histoire de leur développement, présentent des atouts majeurs qui pourraient leur permettre, mieux qu'à de nombreuses autres sociétés dites modernes, d'aborder les années à venir chargées d'incertitudes, de crises économiques et sociales majeures, à condition toutefois qu'elles se saisissent de leur réelle dimension. L'argumentation de l'intellectuel repose sur différentes thèses. Sans oublier le passé, il évoque la politique notamment. La culture aussi, au service du développement économique, une base stratégique essentielle. L'apport de l'histoire et la richesse du patrimoine pour envisager un avenir autrement plus efficace que ce qui a été proposé jusqu'à maintenant. Des sujets patrimoniaux pour assurer le développement humain, ce qui favorise la construction du socle permettant d'éviter le piège de la pensée unique et à montrer le chemin de la liberté. Plutôt que ce soit des marqueurs somatiques négatifs, mais que ce soit des marqueurs somatiques positifs qui nous permettent de restaurer l'estime de soi dont on a besoin, ainsi que la confiance qui sont nécessaires pour justement relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Je vais aller plus loin en disant que ce qu'il propose, c'est intéressant, mais il y a une dimension qui n'est pas abordée, c'est celle du pouvoir-faire. Du pouvoir-faire. Comment faire? Il ne dit pas comment faire. Généralement, c'est devant une assistance discrète mais avertie que le conférencier met en lumière la thèse qu'il développe autour des raisons qui, à ses yeux, constituent la fierté guadeloupéenne, des marqueurs qui devraient permettre de se surpasser afin d'atteindre l'excellence. Une exigence que l'histoire de la résistance qui a modelé la constitution de l'homme guadeloupéen devrait favoriser en se débarrassant des références négatives qui peuvent expliquer certains échecs. Ignace va apparaître comme une espèce d'ombre, et cette ombre, c'est, comment dire, l'idée d'Ignace qui chemine en nous et qui nous permet de nous rappeler
qu'Ignace a été un combattant et que quand nous avons certaines petites difficultés, nous pouvons penser à lui car c'est un exemple de courage et de détermination. Il existe, selon nous, l'urgence de valoriser les marqueurs donc, de son identité, ainsi que le besoin d'être, pour chacun d'être fier d'être guadeloupéen. Oui, il faut qu'au moyen de la désaliénation, que nous nous défassions du réflexe d'autodénigrement qui nous prive de la rencontre avec nous-mêmes, avec l'âme de notre pays. L'émancipation dont on parle correspondrait à l'affranchissement de certaines formes d'aliénation et de comportements autophagiques qui constituent les freins à l'affirmation de nos talents ainsi que la qualité du sentiment d'appartenance à notre pays archipel. Une identité, c'est une langue commune, c'est une histoire commune et c'est une vision du futur qui est aussi commune. Sauf que j'ai le sentiment que, je prends par exemple le Memorial Act, je ne suis pas persuadé que la construction et la mise en valeur de cette partie du passé de la Guadeloupe soit partagée par toutes les communautés qui composent la population guadeloupéenne. Cette identité ne peut se nourrir que par l'éducation qu'on reçoit, les médias qu'on voit, et on se rend compte que dans le contexte dans lequel nous vivons, en tous les cas, la Guadeloupe telle qu'elle est actuellement, on a forcément une identité qui est tronquée ou qui est malmenée par le fait que l'éducation qu'on reçoit, c'est-à-dire que les enfants sont scolarisés dès l'âge de 2 ans, il faut quand même le dire, 2 ans jusqu'à 18 ans, eh bien, ils sont formatés dans un modèle qui n'est pas le leur. Plus j'apprends sur mon histoire, plus je comprends ce qui façonne mon pays, ce qui fait notre identité aujourd'hui, et ceci depuis l'époque précolombienne, le fait que les Caraïbes n'avaient pas la même culture, la même agressivité et qui ont mené des combats complètement différents et victorieux vis-à-vis des envahisseurs hispaniques par rapport aux grandes Antilles avec les Arawaks. Que je pense que même là, ça a façonné déjà notre identité. Ce soir, on a eu droit à un discours, disons, positif et très optimiste sur l'identité. Mais l'identité, c'est une chose complexe. Hein. C'est d'abord un construit que je crois socio-historique. Parce que, bon, en fait, l'identité d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Donc, elle est attachée à des séquences historiques. En même temps, l'identité, elle a une dimension sociale parce que ce sont des acteurs qui la font. Il y a des entrepreneurs d'identité. Je veux dire par là qu'on ne peut pas détacher l'identité des stratégies des acteurs. Il faut identifier les traits valorisants de notre identité pour rendre le plus tôt possible positif ces marqueurs somatiques, afin de restaurer l'estime et la confiance dont on a besoin, et aussi nous autoriser à bouleverser notre imaginaire afin qu'il soit plus bienveillant avec nous-mêmes. En effet, ce qui fut pour nos pays un handicap doit se révéler être aujourd'hui un atout. En d'autres termes, diversité culturelle, métissage, créolisation, tradition, authenticité, composite sont des véritables indicateurs pouvant faciliter l'usage de ce qui a trait à l'intelligence culturelle et de l'intelligence émotionnelle plutôt qu'un inconvénient à l'affirmation de notre identité. On construit son identité parfois en réécrivant son histoire, parce que l'identité a besoin d'une image positive de soi, de l'estime de soi. Et ce qu'il a fait ce soir, à mon avis, correspond à ça. On a besoin qu'on parle bien de nous ou que nous parlions bien de nous. Et c'est très important parce qu'il n'y a pas, pour moi, l'identité, ce n'est pas fixe. C'est quelque chose qui est mouvant. Et donc aujourd'hui, on en a besoin parce que le lien social est disjoint en Guadeloupe. On a besoin que les gens aient des éléments en commun pour se reconnaître et échanger et avoir peut-être un discours positif sur eux-mêmes. Nous avons l'obligation d'en poser les contours afin de trouver la meilleure relation à soi et aux autres qui nous conduisent à la transcendance de nos différences, pouvant permettre l'affirmation de notre singularité et assumer pleinement notre guadeloupéanité. L'identité, elle peut être heureuse, comme on l'a dit, elle peut être aussi meurtrière. Parce que quand on affirme son identité, on l'affirme souvent par rapport à d'autres. Et ça peut aller jusqu'à des choses très négatives. Hein. Donc on n'en parle pas, ce n'est pas ça la question.
La résilience, elle est nécessaire parce que face à des difficultés, face à une difficulté sociale d'abord et économique, les gens ont besoin de se sentir bien et par conséquent de rebondir face à cela. Et souvent, le rapport à l'identité, le rapport à la culture permet d'être résilient. Et il me semble que de ce point de vue-là, la force de l'identité, la force de la culture, c'est permettre cette résilience. C'est permettre le vivre ensemble et par conséquent de rebondir quand c'est difficile. Et le fait également que nous ayons été 8 ans après 1793, un pays où l'esclavage avait été aboli, où il y avait une société libre, où il y avait une société qui a trouvé son essor économique dans une histoire de l'Afrique du Sud, qui a contribué même, y compris jusqu'à permettre d'être le premier point qui a enclenché la création de l'US Navy et de la construction de bateaux comme l'Enterprise aux États-Unis. C'est une partie de notre histoire qui a besoin d'être mise en avant pour expliquer un peu notre identité, aussi bien que les batailles de Guadeloupe qui ont été menées par nos héros. De l'histoire, son traitement et sa représentation aux références actuelles dans cette société en construction, l'analyse est plutôt à la transformation des valeurs. Nous pouvons être fiers, n'est-ce pas, de porter en nous, Guadeloupéens, cet allant solidaire qui a du sens pour l'émancipation sociale et humaine de notre pays. Avant, on pouvait dire « je m'en fous, je ne me sens pas concerné ». Maintenant, ça ne se dit plus. Maintenant, il y a un sourire poli, on feint d'avoir un intérêt pour l'histoire de l'autre, on feint une empathie, mais est-ce que c'est durable, est-ce que c'est sincère, est-ce que c'est profond? Ce qui permettrait d'améliorer le vivre ensemble, ce qui permettrait d'améliorer une diversité à tous les niveaux au sein de la société en Guadeloupe, je me pose la question. S'émanciper, c'est s'affranchir de toute tutelle, s'affranchir de toute domination. C'est assumer qu'on est un être, qu'on est un peuple et qu'on a l'obligation, j'ai envie de dire, eh bien, de prendre en charge sa propre vie. La sienne, personnellement, puis celle plus globalement du pays dans lequel on vit, de la communauté à laquelle on appartient. J'entends par communauté le peuple. Les politiques instrumentalisent l'identité parfois parce qu'ils en ont besoin pour défendre leurs intérêts. L'identité, c'est bon, hein, je veux dire, pour un politique, d'être un défenseur de la culture, de se montrer dans des espaces culturels parce que c'est populaire. En même temps, l'identité se joue parfois du politique parce que l'identité a besoin du politique pour exister. S'il n'y a pas une défense de l'identité par les politiques, elle meurt, cette identité. L'identité n'est pas éternelle. Par conséquent, je pense qu'on a vu qu'il y avait des langues parfois qui allaient mourir. En Corse, par exemple, le Corse allait mourir. Il a fallu l'activisme de personnes, d'entrepreneurs d'identité pour que ça marche. Nous sommes dans un système colonial. L'émancipation, de mon point de vue, n'est pas seulement la question de la décolonisation en tant que telle. La question de la décolonisation, c'est la question, disons, de l'avancée statutaire, du changement de statut, de passer dans un nouvel ordre juridique, politico-juridique. Mais la question de l'émancipation, c'est celle de l'homme, aussi de l'homme individuellement et collectivement. Donc collectivement, c'est le problème, disons, de la libération de toutes les exploitations qui existent. C'est le problème de la transformation sociale. C'est émanciper du travail, c'est émanciper de la domination, c'est émanciper de l'aliénation culturelle. Ce n'est pas seulement le changement statutaire qui provoque ça. C'est tout le mouvement profond de révolutionnaire, entre guillemets, même si c'est un mot d'ordre, disons, qui est actuellement dépassé, ou un mot qui est diabolisé, mais il s'agit d'une révolution, une transformation en profondeur. Je suis guadeloupéen d'origine syro-libanaise, je suis fier de l'être. Nous sommes maintenant la 5e génération faisant partie de ce pays de Guadeloupe. Et j'ai envie de dire que la Guadeloupe, c'est une mosaïque de culture. Et toutes les composantes, comme un arbre, avec des racines, venues voilà, d'Afrique, d'Europe, d'Orient, d'Asie, font la richesse de la Guadeloupe. Et ce melting pot est pour moi quelque chose d'extraordinaire pour la Guadeloupe. L'émancipation, c'est d'abord l'exercice de la responsabilité politique. Et force est de constater qu'il y a un problème de responsabilité en Guadeloupe. Donc, qu'on parle d'émancipation, pourquoi pas, mais je préfère qu'on déplace le débat vers la responsabilité. Quand on sera responsable, quand on aura usé des compétences qui nous ont été transmises convenablement et à bon escient, à ce moment-là, on pourra aller vers l'émancipation politique qui tient tant à cœur à certains, surtout sur le volet de changement de statut. L'émancipation politique
nous permet de distinguer deux catégories de personnes. Ceux qui dirigent et qui ont eu l'onction du suffrage universel et ceux qui sont chargés de donner l'onction du suffrage universel. Et en dépit du lien qu'il y a entre les deux, ce distinguo doit quand même être établi. En ce qui concerne ceux qui ont eu l'onction du suffrage universel et qui sont les dirigeants, ce sont des personnes qui ont été allaitées à la culture de la dépendance, à la culture de la centralisation des affaires publiques françaises et à la réclamation permanente et sempiternelle de l'affection de ce qu'on appelle la mère patrie. Compte tenu de la dureté de la situation économique et sociale, le peuple est obligé de s'organiser. Et la Guadeloupe tient forcément, d'un point de vue, à mon avis, politique, sur le plan de l'organisation politique, parce que les citoyens guadeloupéens sont très disciplinés, parce que les citoyens guadeloupéens sont très républicains, parce que les citoyens guadeloupéens sont très légitimistes et par conséquent organisés. La Guadeloupe a fourni déjà au gouvernement français 7 ministres, n'est-ce pas? La Guyane en a fourni 2, la Martinique pas encore. Je vais aider un peu, mais comment je vais regarder? C'est une pincée, hein? C'est une Découragement, colère et émotion. Lucette Michaud-Chevry vient de sortir de l'orphelinat de Nyondo, situé dans la région de Goma. Un ministère qui ne sert à rien du tout. Le ministre délégué à l'action humanitaire s'est interrogé sur la signification de son travail face à ces destins amputés à coups de machette, face à ces mémoires traumatisées par la vue d'une mère ou d'un père massacré, parfois les deux. Il n'y a pas de fierté particulière, disons, à tirer de ça. J'ai presque envie de dire que ce n'est pas un honneur qu'on nous a fait. Je vous rappelle que Césaire avait dit qu'il refusait d'occuper un poste au niveau du gouvernement français parce qu'il considérait que son pays était une colonie et qu'être membre d'un gouvernement ou être ministre, c'est en fait participer au pouvoir d'État colonial. Et donc il refusait ça. Mais chacun a sa posture. En tout cas, de mon point de vue, en tant que politique d'abord, je pense que il n'y a aucune fierté à en tirer, mais en tant que citoyen, tout simplement. Parce que quand on regarde les choses fondamentalement, ça n'a pas changé le cours des choses dans le pays. Nous avons choisi pour cette année-ci 6 projets qui vont se développer aux Abîmes, dans le quartier où nous sommes, le quartier Boissard, qui viseront à aider les associations à faire leur travail d'insertion. Quand on voit la situation du territoire guadeloupéen, quand on voit tous les problèmes non résolus et que l'on voit nos chiffres du chômage, le chômage des jeunes, la violence, la délinquance, l'eau, les sargasses, le CHU et j'en passe, je me dis mais qu'ont-ils fait pour ce département? Qu'ont-ils réellement fait? Ne se sont-ils pas uniquement occupés de leur carrière? C'est très singulier que 2 Guadeloupéens se succèdent dans ce ministère-là et que nous allons nous retrouver très bientôt sur d'autres champs. La Guadeloupe est-elle un exemple original? Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que le pouvoir doit être au service de l'intérêt général. C'est assez inédit. On n'a jamais vu dans l'histoire de France un ancien ministre avoir une fille ministre et se trouver au Sénat sur un débat très dur à poser des questions. Et c'est très difficile parce qu'il y a le côté affectif, maternel, à protéger son petit. Et il y a quand même en soi la femme politique, la femme de pouvoir que je suis, à vouloir démontrer au gouvernement, et en attaquant mon char, que je ne suis pas d'accord sur un dossier. Il y a toujours une fierté. Je crois que la population, quand elle apprend qu'un ministre, quelle que soit son étiquette politique, guadeloupéen a été nommé, il y a quelque part, au sein de la population, un premier réflexe, c'est celui de dire je suis fier, en comptant son guadeloupéen qui est ministre. Voilà, ça c'est le premier réflexe. Après, tout dépend de la durée et du temps que ce ministre va pouvoir, je dirais, exercer son métier de ministre et pour pouvoir influer de manière décisive sur les décisions qui auront des répercussions sur le pays. Ce sont des raisons personnelles qui ont poussé l'ex-ministre à démissionner, explique-t-elle dans un communiqué. Mais Mediapart et le Canard enchaîné évoquent, eux, une possible fraude fiscale. En 16 mois, Laura Flessel aura accompli l'essentiel de sa feuille de route.
quintuple médaillée olympique, porte-drapeau de la délégation française au JO de Londres. C'est elle qui signera l'attribution des Jeux de 2024 à Paris. Mais son entourage évoque aussi une grosse lassitude. Mal à l'aise avec le monde politique, l'épéiste souhaitait retrouver sa liberté. Il n'y aurait aucun lien avec ce que soulignent ses détracteurs. Une politique brouillonne, un budget en baisse, voire un dialogue difficile avec le monde du sport lui-même. Les hommes politiques qui ont dirigé la Guadeloupe, en tout cas les collectivités de la Guadeloupe, se sont targués, se sont vantés jusqu'à présent de dire que nos amis sont au pouvoir. Alors hier, c'était la droite traditionnelle avec des ministres guadeloupéens qui disaient « Voilà, mon ami le président Chirac est au pouvoir ». Ça s'est poursuivi avec Sarkozy qui avait lui aussi nommé son ministre de l'outre-mer guadeloupéen. Et puis on a vu par la suite Hollande faire de même. Et pourtant, la Guadeloupe, à moins que les Guadeloupéens ne soient fous, n'a pas avancé d'un iota. Pire, les situations que nous avons connues ont empiré. En 1958, Léon Mba, le président du Gabon, réclamait à De Gaulle le statut de département d'outre-mer. Et quand je compare l'attitude de Léon Mba en 1958, je vois les élus guadeloupéens par rapport aux Sargasses aujourd'hui. C'est-à-dire en train de pleurer, de crier, de dire « Ouais, mais nous, ni Sargasses, il y a des Sargasses, faites quelque chose pour nous, inventer des lois. » Alors que le type, il t'entend pas. Il te dit « Ce chez toi, balai devant chez toi, mon gars. Puisque tu as 2 bras, 2 jambes et une tête. Balai devant chez toi. Si tu veux plus sentir l'odeur des Sargasses, organise-toi. Mais ne fais pas la carouette, ne fais pas le tour cycliste de la Guadeloupe, mais organise-toi. » Outre les révolutionnaires tels que Delgrès, Ignace, Solitude ou Massoto, on trouve des références citoyennes. Camille Mortenol, Georges Nicolo, Gerty Archimède ou Henri Sidan Barom, des résistants culturels, Vélo ou Gérard Lauriette, mais aussi Martin Luther King, Gandhi, Mandela, très présents dans la société guadeloupéenne. Il s'agit de personnalités parmi d'autres ayant par leur rébellion, leur résistance, marqué ou influencé l'histoire de notre archipel. Ces héros et résistants guadeloupéens et du monde sont largement préférés dans l'inconscient collectif à d'autres génies et intellectuels, eux aussi nés et ayant vécu en Guadeloupe et affirmé leur talent en France hexagonale. Des hommes et des femmes dont l'histoire a retenu le nom et les œuvres, natifs de Pointe-à-Pitre, Saint-François, Sainte-Anne, Gosier, Morne-à-l'Eau ou Trois-Rivières, noirs, blancs, indiens plus tard, leurs idées sans couleur ni frontières ont transmis des messages que le monde n'a pas su ou voulu entendre. En décembre 1960, lors de la réception de son prix Nobel de littérature à Stockholm, Saint John Perse donne de la hauteur à ses idées. Le prix Nobel de littérature, Saint John Perse. J'ai accepté pour la poésie l'hommage qui lui est ici rendu et que j'ai hâte de lui restituer. La poésie n'est pas souvent à l'honneur. C'est que la dissociation semble s'accroître entre l'œuvre poétique et l'activité d'une société soumise aux servitudes matérielles. Et car accepté, non recherché par le poète, et qui serait le même pour le savant, sans les applications pratiques de la science. Pour le monde, ce sont des auteurs français qui écrivent en français avec une éducation, une culture française. Et en aparté ou entre parenthèses, ils sont d'origine guadeloupéenne. Mais à aucun moment, il n'est mis en exergue leur caractère guadeloupéen, le peuple guadeloupéen, l'identité guadeloupéenne. Perse est créole parce que Perse a gardé, d'une part, le sens du lieu. Perse a gardé une chose extraordinaire, et évidemment, pour un poète, ne pouvait pas en être autrement, un sens de la parole où la parole est quasiment religieuse, où la parole est un cérémonial. Et je crois que ce n'est pas par hasard que Perse a recours au verset. Perse a gardé aussi un sens de la parole où la parole est une prolifération. Comme s'il s'agissait, à travers des formules, de recréer le monde, de recréer la magie du monde, de recréer le lien sacré de l'homme au monde. Aujourd'hui, où l'homme s'ouvre plus complexe
À plus d'une nuit humaine, il est temps de reconnaître, dans toute activité de l'esprit, individuelle ou collective, cette force agissante et concertante qu'est le principe poétique. Nous connaissons tous le métro Barbès, le boulevard Barbès. Mais très peu d'êtres Guadeloupéens savent que Barbès est un Guadeloupéen, n'est-ce pas? Il était un homme donc de dimension, je veux dire, planétaire, puisque lors de la venue du président des Amériques, des États-Unis à l'époque, il a voulu que son seul interlocuteur soit Barbès. On peut évoquer aussi par Léonard Nicolas Germain. Léonard Nicolas Germain donc, fut un écrivain de talent, n'est-ce pas? Et donc il a écrit des ouvrages qui sont lus, qui ont été étudiés, donc, il est pointois. Et son neveu, n'est-ce pas, n'est pas moindre, puisque dans ses talents, puisqu'il s'appelle Vincent Campenon, il est de Saint-François, et c'est quand même le seul Antillais à avoir été élu à l'Académie française. On pourrait parler de Guillaume Lethière, ce peintre, n'est-ce pas, donc né à Sainte-Anne, dont les tableaux se trouvent au Louvre. Donc, il fait partie des 3 grands peintres dans le Salon Rouge du Louvre, le salon le plus prestigieux, avec Ingres et David, pour bien montrer la dimension de l'homme. C'est John Perse, n'est-ce pas? Donc, ça ne donnera pas qui a été prix Nobel de littérature et qui, effectivement, donc le Chevalier Saint-Georges, qui est magnifié, mais qui a, et là on parle de l'émancipation intellectuelle, parce qu'il a quitté la Guadeloupe à l'âge de 14 ans, il a fait ce que nous savons en termes de musique, n'est-ce pas? Donc, il a été, quelques années avant Mozart, donc on peut bien comprendre que son œuvre, n'est-ce pas, n'a pas été, ne justifie pas qu'on l'appelle quelquefois le Mozart noir, parce que son œuvre est bien la sienne. Et Guibert aussi, d'autres encore. Guibert fut un élève de Guillaume Lethière, et qui fut c'est le peintre le plus connu, le peintre français le plus connu aux États-Unis, n'est-ce pas? Il est le Pointe-à-Pitre, n'est-ce pas? Rodolphe Guibert. Il y a Gertier Archimède, il y a le commandant Camille Mortonol, il y a Georges Nicolot, l'inventeur du bloc de commutation pour la télévision. C'est lui qui a inventé la télécommande multicanal permettant la réception de plusieurs chaînes sur une poste de télévision. C'est lui, homme du gosier, qui l'a inventé. Et heureusement, donc, on a mis la bibliothèque de Gosier, donc on lui a donné son nom. Entre ces hommes qui ont marqué leur histoire et celle de l'humanité, il y a un pays en mouvement. Son histoire tourmentée fait de lui une société postmoderne qui, à l'instar d'autres contrées, cherche la stabilisation nécessaire à son épanouissement. Évolution basée sur la tradition, celle-ci doit impérativement être le moteur de la modernité qui s'impose à notre époque. Bien souvent, on pense qu'il faut forcément être dans la tradition. Donc, le conférencier expliquait aujourd'hui qu'en Guadeloupe, il y a un taux de modernité qui est d'environ 45% par rapport à un taux de 55% lié à la tradition, en comparaison avec la Martinique où c'est différent. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus être fermé et s'enfermer par rapport à l'innovation et à l'avancée technologique, enfin l'avancée en fait du territoire. Donc il y a parfois en fait une antinomie entre la modernité et la tradition. Il faut trouver un bon équilibre entre ces 2 thématiques pour pouvoir justement avancer de façon sereine. La modernité, c'est quelque chose de dynamique. Il y a des événements imprévisibles, internes ou externes à une population, à un peuple, à un pays, qui peuvent accélérer les effets de la modernité. Il y a d'autres phénomènes qui peuvent, au contraire, faire qu'il y ait un repli sur soi. Et on a des exemples en Afrique, ou même, et puis en plus, je disais qu'un peuple ne donne à voir que ce qu'il veut bien en termes de modernité ou en termes d'authenticité ou de tradition. Le peuple, effectivement, et je sais que les peuples guadeloupéens et martiniquais, effectivement, disent parfois ce qu'ils ont envie de dire ou ce que l'autre a envie d'entendre, mais pas forcément, ça ne reflète pas nécessairement la réalité. La Guadeloupe est postmoderne à 50% de traditionnel, à 45% de moderne. Nous avons su, malgré le temps, garder des éléments sur le plan éducationnel, sur le plan social, sur le plan des relations, qui finalement attestent d'une capacité à faire valoir des éléments qui attestent de notre authenticité. Parce que dans une enquête que j'ai donc faite aussi, beaucoup de personnes, comparant les départements d'outre-mer, etc., font référence au fait que la Guadeloupe a bien des égards
donc à garder je veux dire, son authenticité, son âme, disent certains. On peut considérer qu'en Guadeloupe, il y a une véritable modernité qui s'instaure, mais ce n'est pas forcément que finalement toute la Guadeloupe suive, mais qu'il y a quand même une bonne partie de la Guadeloupe qui suit. Lorsqu'on voit, et c'est le problème, c'est qu'il y a des éléments accélérateurs. Je crois qu'aujourd'hui en Guadeloupe, il y a des phénomènes d'accélération mus effectivement par le contexte international et par le contexte national français. Le sujet est multiple. Il n'est pas exclusivement philosophique ou anthropologique. Il intègre différents thèmes. Ceci alimente de façon permanente la réflexion locale, y compris lorsqu'il s'agit du système éducatif tel qu'il fonctionne dans nos écoles. L'enseignement de l'histoire, par exemple, est autour de la table. Ma génération, celle qui précède la mienne, celle qui vient après la mienne, aucune de ces générations n'a eu une éducation qui mettait en valeur notre histoire. On n'a pas à avoir honte ou peur de l'esclavage, de la colonisation, de la départementalisation et de la situation dans laquelle nous sommes. Depuis 18 ans, il y a obligation d'apprendre l'histoire et la géographie des Antilles, du bassin antillais. Mais bon, ce n'est pas c'est pas en sachant une succession de dates ou une succession d'événements que l'histoire et la géographie arrivent à intégrer, c'est au quotidien. Et il faut aussi que cette histoire, comme l'histoire de France, elle n'a pas été apprise en 20 ans, 30 ans, c'est une histoire qui doit ruisseler. Et pour qu'elle ruisselle, il faut que la population s'en empare. Il y a des livres qui sont très bien faits sur l'histoire et la géographie locale que nous avons dans nos établissements. Et c'est tout ça, c'est à la fois l'école et c'est à la fois les parents et c'est à la fois la société qui porte l'histoire et la géographie de notre espace. L'intelligence culturelle au service des hommes et de leur organisation, voilà ce qui nous semble être une réponse au développement durable et à la survie de nos régions prises dans les croisées idéologiques, stratégiques, commerciales et politiques du monde qui a perdu petit à petit le sens de l'essentiel à cause d'une mondialisation mal définie, de libertés mal circonscrites et d'extrémismes de toutes sortes érigés comme nouvel ordre de nos systèmes. La culture, c'est un élément fondamental. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'avoue que, comme d'autres, n'est-ce pas, de faire valoir sa puissance et son enseignement, parce que qui sur le plan économique, qui sur le plan social, qui sur le plan psychologique, elle peut effectivement contribuer très fortement au mieux-être de l'individu et d'une population. Loin des peintres du 19e siècle qui déjà parcouraient le monde, la génération actuelle n'a pas les bras croisés. De Nédel à Rovelas, de Consolier à Léogane, de Chomo-Lamotte à Gabon, nous avons demandé à l'un des pesos actuels de lire Désaliénons-nous et d'en faire une œuvre en toute liberté. Celle-ci nous accompagne depuis le début de ce magazine. Voici l'instant où nous l'avons présenté aux conférenciers. Un regard, un dialogue à distance entre le peintre et l'anthropologue. Je pense qu'il y a dans l'œuvre un besoin de liberté qui s'exprime à travers, je vais dire, l'un des éléments forts du tableau qui est central. Et l'interprétation que je peux en faire, c'est, je veux dire, le besoin de sortir d'une certaine opacité, en tout cas. Les couleurs me le renvoient, une certaine lumière. Voilà, donc, l'interprétation qu'on pourrait donner du livre Désaliénons-nous et le rapport qu'il y a entre le livre et le tableau, ce serait effectivement l'expression de cette forme qui est peut-être donc une racine, qui pourrait être un oiseau, qui pourrait, bref, être quelque chose de vivant en tout cas. C'est l'oiseau de la liberté, parce que en général, lorsque je peins, j'aime avoir cette sensation d'être libre. Et c'est un élément qui est déterminant dans ma pratique artistique. Cet élément-là qui est si présent en Guadeloupe, n'est-ce pas, puisque nous sommes pétris de culture, puisse beaucoup plus amplement porter sa part au bien-être des individus et au bien-être de notre société. Ce n'est pas une histoire de pays, c'est une histoire d'individus. À quel moment un monde a décidé de faire de Kiltiaï un objet économique? Ou encore, à quel moment obligé de passer par là?
par exemple, en Guadeloupe, c'est vrai que nous, moi, en train de culture Goka et tout ça, tenu au moment, nous avons fait Goka, nous avons fait la culture, etc. Mais arrivé, il y a tellement bandé ces jours-là, ça, qu'il faut chercher un travail pour faire. Quel en soit, si on a un talent artistique, eh bien, on peut mettre en service à porte-monnaie. Nous avons dit ça comme ça. Le créole, c'est langue à nous, ancêtre à nous, parce que les ancêtres des différentes races qui arrivaient, pas de parler même langue là, c'est à travers le créole, ils rejoignent qui fait Jodla, ils fait la Guadeloupe à Jodla. Au moins, on commencé assez jeune à l'école FMC des Glas aux Abîmes, sur le créole. Mais si nous regardons, le créole a encore été regardé depuis. Hein. Il était parti bien à cette époque-là. Moi, je prends un exemple à Casamouin, avant, il prend à d'autres mondes. En trois petits mondes, ils ne comprennent le créole, mais ils sont incapables de retourner au créole. Eh bien, en fait, c'est des cas en nous, parce que premier goulou, premier enseignant à 11 enfants, c'est parents haïs. Donc, en fait, ça vient des parents. Il y a un tableau que j'aime beaucoup qui est assez dur, qui est Guernica. Guernica, tout le monde connaît. Quand Picasso a fait cette œuvre-là, c'était pour pouvoir dénoncer un peu tout ce qui se passait sous Franco et tout ça. Mais moi, j'ai eu envie d'aller voir en Espagne. J'ai eu envie d'aller visiter ces lieux. Donc, d'un point de vue économique, on va dire, même si c'est un tableau que je n'ai pas acheté moi personnellement, ben ça a servi le pays pour lequel il a été, comment dire, je ne vais pas dire commandité, mais presque, puisque c'est dans cet état d'esprit. L'économie culturelle est très importante dans le développement de l'art, tout particulièrement en Guadeloupe. Et je pense qu'il faut avoir une forte implication des entreprises, une forte implication des collectivités, mais aussi l'artiste doit jouer un rôle déterminant. Dans son atelier installé dans ce milieu rural des Abîmes, Antoine Nabajotte gère une petite entreprise avec toutes les obligations qui s'y rattachent. L'artiste a l'œil à tout. L'expression de son art passe par une relation de confiance avec ses partenaires, la gestion des affaires, y compris le suivi des impératifs fiscaux et la transmission d'un acquis dont il engendre aujourd'hui les dividendes. La logique de création est ici étroitement liée à celle de l'économie. J'ai constaté, par rapport à une entreprise sur la place, depuis quelque temps, il y a aussi il y a beaucoup de toiles, beaucoup de peintures, et ça, je constate que l'entreprise vend très bien, parce qu'il y a aussi l'apport des artistes plasticiens qui vont acheter dans ce magasin-là. Donc, ce sont des exemples qui sont concrets, et c'est vrai que ce qu'il faut noter aussi, il faut aussi avoir les bonnes personnes à la bonne place. Pour répondre à une demande croissante en fait, de nos clients artistes, nous avons décidé de développer une gamme de produits qui s'adresse à eux. Car nous avons une large gamme de produits et ils sont assez satisfaits de notre rapport qualité-prix. Par rapport à ce qu'on a connu avant, lorsqu'on a développé ce rayon, aujourd'hui il connaît un impact assez favorable au niveau des chiffres du magasin, au niveau de notre panier et également au niveau de notre clientèle. Puisque aujourd'hui on gagne de plus en plus de parts de marché, du moins sur ce secteur. En ville, le cas s'exprime avec aisance, ce qui ne fut pas toujours le cas, loin de là. Parti d'habitation, sa terre originelle, il a traversé les époques en adoptant la posture de la résistance. Un périple agité à travers le temps et les contours des Chiminchiens. Débarrasser les obstacles naturels par des maîtres qu'il a su séduire et transformer en véritables apôtres de sa cause. Ceux-ci sont tous là, sur cette allée de la ruralité qui accueille le Fonds d'Alca. Véritable musée qui prend forme et raconte l'histoire du cas et des acteurs masculins ou féminins qui l'ont transporté et fait résonner dans les coins et recoins du pays. Nous avons conventionné avec une association d'insertion pour l'entretien du site. Et une fois que tout cela a été finalisé, nous avons mis le site sur le marché. Nous avons promotionné à travers de grandes manifestations, surtout des manifestations qui sont liées avec la culture K.
Et donc, depuis quelque temps, c'est un site qui est très connu et qui est très prisé aussi. Hein. Au-delà des manifestations que nous organisons, je dirais tout ce qui est festif, hein, c'est un site aussi qui est mis à la disposition pour les grands rassemblements. Moun qui est bas, qui là on parle, pour y payer du vent, c'est mon peuple là même qui est à acheter en toile, qui est interpellé ces politiques-là, parce que après politique, nous toujours dans politique, mais là regardez bien, ni peut-être, on nous dit ça, si 100 moun ni 15 politiques. Donc si Antoine Nabajot ou si Richard Saint-Cyr, si si les Nablou, ils ont besoin vivre de ça, ils ont pratiquer, le plus grand nombre reste les gens du peuple. Donc, la question c'est comment faire pour que les gens du peuple puissent s'intéresser à la culture et la faire vivre d'un point de vue économique. C'est un site qui va venir en continuité hein, de toute, je dirais, la politique que nous menons pour mettre en valeur Petit Canal, qui sera la continuité du musée d'antan qui existe dans le bourg, des marches des esclaves, je dirais de la politique culturelle aussi menée à travers les différentes manifestations telles que Festival Héritage Mémoire Vivante. Ce sera la complémentarité hein, de cette politique culturelle et d'attractivité sur le territoire. Les Woka Music Chant, danse et pratique culturelle représentative de l'identité guadeloupéenne est inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Régulièrement, le cas affirme sa fierté et déploie ses ailes. Il est depuis peu inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel. Conclusion d'un long processus conduit avec succès par le Centre des musiques traditionnelles et populaires de la Guadeloupe. Il représente l'archipel hors de ses bases. Paris, Venise, Bruxelles, Hambourg, voire Tokyo apprécient son langage. Au Japon, certains musiciens l'ont adopté. Une inspiration nouvelle qui rejoint celle des acteurs des siècles précédents. Déjà, la folk, c'est très beau, très intéressant. C'est pas la même chose comme le tambour africain, comme djembé, congas. Moi, c'est plus chaud. Le cas, ça m'excite. J'étais très content de rencontrer quelqu'un qui apprécie autant nos richesses, c'est une fierté quelque part, et quelqu'un qui est, comment je pourrais dire, très humble par rapport à tout ça et qui a envie d'apprendre. La musique de Guadeloupe ne ressemble à aucune autre. C'est à la fois très doux et d'une grande intensité. La puissance du tambour, transporté à travers les océans, le savoir guadeloupéen investi des territoires lointains, plus qu'une technique musicale, le cas touche au cœur des populations avides de découvertes. Il serait possible qu'aujourd'hui, le monde entier puisse avoir une école de Groka, de danse, de musique, etc. Donc, dans les grandes villes, n'est-ce pas, compte tenu du fait que cette musique-là a cette dimension, et parce que je pense que chaque rythme du Groka est d'égale valeur que la bossa nova, d'une part, et d'autre part, parce que, compte tenu de son rayonnement international, on pourrait tout à fait permettre à nos jeunes de créer des écoles de musique de Groka et de danse à travers le monde, à New York, donc à Los Angeles ou ailleurs. Ça fait partie vraiment de notre âme, de l'âme du pays, le Groka. Notre histoire, l'histoire de tous ces peuples qui sont en Guadeloupe et qui vivent en Guadeloupe, Afrique, Inde, Syro-Liban. Il faut vraiment qu'on repense notre histoire par rapport à ce que nous sommes, pas par rapport à ce qu'on nous impose. Et ça permet par contre de créer du lien, de créer vraiment quelque chose qui nous appartient et qui nous ressemble. La Guadeloupe, c'est plusieurs cultures. Donc, si on ne peut pas mettre tête ensemble et pour faire partage à ces cultures-là, pour nous comprendre l'autre, pour nous avancer. Parce que si en culture et en autre pas compatible, mais fait-nous rendre compatibles puisque nous vivons dans un sol où c'est le même pays-là. Donc, fait-nous rendre compatibles pour nous permettre de vivre ensemble et faire le pays avancer ensemble. Ici, à Petit Canal, sur le site de Duval, l'ancienne usine sucrière du même nom
illustration de ce qu'a été l'économie de plantation sur l'ensemble de l'archipel. Douleur, sentiments mêlés, entre sueur et sang, mort d'homme aussi. Souvenir sanglant que le cas perpétue et transforme en symbole de la mémoire. Non, le cas n'est pas un simple instrument, ni une musique comme les autres. Tambou, c'est plus que tout cela, c'est la source, une fierté. Petit Canal l'affirme avec intelligence et tout le poids de la culture. La Guadeloupe doit être fière de sa culture et Petit Canal demeure, je dirais, une terre incontournable, déjà particulièrement pour le 27 mai, à travers l'existence des marches des esclaves sur le territoire et à travers aussi toute l'histoire de la Guadeloupe qui s'est dessinée en partie aussi sur le territoire de Petit Canal. Mais la culture rend déjà fière la Guadeloupe. Nous avons dans les différents arts des Guadeloupéens qui portent haut les couleurs de la Guadeloupe. Mais je crois qu'ils ont besoin d'être encore plus accompagnés, plus aidés. Fierté, moi, c'est d'être Guadeloupéen en premier. Hein? C'est vrai d'origine indienne, pas seulement d'origine indienne parce qu'on est métisé, donc on est aussi d'origine africaine. Donc ça qui bat moins, notre identité en plus que certaine. La culture, c'est ce qui nous permet d'exister réellement. Je veux dire, c'est un petit peu une partie de la terre qui est en nous et dans ce qui nous a construits. J'allais souvent à Marie-Galante et je voyais déjà arriver par grappe de la métropole et aller. Et quand je leur parle, ils me disent, mais ils vont trouver cette âme, il y a quelque chose qui les attire. Et ça m'interpelle, je me dis, mais nous, moi, comment je les entendais parler de la Guadeloupe avec un tel, du positif, avec un tel vécu, que ça m'a interrogé moi, en me disant, mais comment je parle? Et c'est rare que j'entends les Guadeloupéens parler de la Guadeloupe, parler de ces grands, de la Guadeloupe, de nous, avec une telle passion et avec telle vérité. Et ça m'a beaucoup questionné. Et donc, j'ai fait le parallèle en me disant, oui, c'est important qu'on aille de ce côté-là. Heureux de vivre dans cette île, heureux de l'accueil des Guadeloupéens, de leur façon de se comporter, de leur sourire, de leur gentillesse, de leur humour aussi. Et j'ai très fortement cette notion de résilience qui a été évoquée. Et puis, je suis heureux de vivre dans une île au paysage aussi divers, à cette météo, effectivement, à ces microclimats aussi divers. Tout est finalement sens, et ce sens définit cette essence qui donne l'occasion à l'homme libre et à un territoire conscient de ses valeurs d'être eux-mêmes face au monde, émancipés de ces scories qui freinent l'accès à l'existence pleine et entière à laquelle ont droit toute organisation sociale et tout humain. Il n'y a pas une commune en Guadeloupe, il n'y a pas une section en Guadeloupe, il n'y a pas un quartier en Guadeloupe où il n'y a pas une association qui va créer tous les jours du lien social et par conséquent va créer du lien politique quand on va considérer que la politique, c'est l'organisation de la société. En fait, nous avons un pays qui est très très riche, culturellement, artistiquement, pour que nous puissions songer un moment, mettre en place, ça y a crié, un tourisme culturel. Nous avons parlé, mais attention, d'autres cas, j'ai commencé à faire en place en nous, sans nous. D'autres, j'ai commencé à faire en place en nous, sans nous. Ce qui est attendu de la société guadeloupéenne est cette coémergence, cette co-responsabilité, cette coopération, cette efficience, cette puissance sociale, cette qualité du sentiment d'appartenance, cette compétence qui devrait donner une qualité au lien social, familial et communautaire, capable de maintenir à flot cet espace collectif dans les eaux tumultueuses de l'existence. On a de quoi être fiers de nos hommes, de nos jeunes, de nos aînés, parce que ce sont eux qui ont construit et nous transmettent aujourd'hui le relais. Si on a de quoi être fiers, ce qu'il nous manque aujourd'hui, c'est précisément cette confiance en nous. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est cette capacité de se penser guadeloupéen. Se penser guadeloupéen, c'est pas se penser contre la France, c'est pas se penser contre l'Europe, c'est pas se penser contre la Caraïbe, c'est se penser en tant que peuple propriétaire d'un territoire, se penser en tant que citoyen. Ce qui manque,
c'est de faire émerger une citoyenneté guadeloupéenne. Le débat est actuel, il faut le poursuivre. Je pense qu'on peut, disons, comment souligner l'effort, disons, d'investigation qui est fait, de réflexion qui est faite, même si, de mon point de vue, toujours, je trouve qu'il y a parfois des approximations théoriques, parce que, en tant que sociologue, je sais qu'il faut, à chaque fois qu'on avance des choses, faire l'administration de la preuve. Donc, quand on dit, on prouve. Il faut reconnaître ce qui est positif en nous, il faut valoriser ce qui est positif, il faut apprendre à nos enfants tout ce qui est de positif en nous pour qu'ils le reproduisent et qu'ils aillent encore plus loin. La culture est donc omniprésente dans la démarche intellectuelle que nous examinons. À l'instar d'autres secteurs de l'économie, elle est en mesure de proposer de nouvelles perspectives au territoire. À ce titre, elle doit, selon l'auteur, intégrer la réflexion globale dédiée au développement général. Sujet éminemment politique qui ne semble pas être la priorité des décideurs locaux, sauf peut-être en période de campagne électorale. Période également mise à profit pour soulever toutes sortes d'autres questions sans en apporter de réponse une fois arrivés au pouvoir. Une incapacité de résoudre les problématiques qui persistent dans la société. Elle témoigne également de façon progressive les élus du citoyen vers lequel toute orientation politique devait être logiquement conduite. Nous pensons qu'il eût été le meilleur temps que si, à travers une mission collectivité-État, qu'une vision de la politique culturelle et un programme pluriannuel de développement dans le cadre de pourquoi un pays, territoire d'outre-mer, soit proposé à notre pays afin de favoriser le développement de l'intelligence collective construite à partir de nos marqueurs identitaires, construite à partir de partenariats nouveaux. Des perspectives encore plus favorables pourront se présenter à notre pays si nous osons dire au monde, n'est-ce pas, que nous sommes individuellement et collectivement fiers d'être Guadeloupéens.